Donc, autant quelque part de métiers que de cas d'usage. C'est vrai que tous les jours, enfin tous les jours, j'exagère, je caricature, mais on a quand même des nouveaux métiers qui émergent. On a eu ce métier de data scientist qui est apparu il y a quelques années. Aujourd'hui, on commence à parler de machine learning spécialiste. Finalement, la technologie allant très très vite, des métiers de niche apparaissent régulièrement pour former encore plus d'experts, enfin des personnes encore plus expertes sur des domaines très très pointus. Quoi qu'il en soit, le data scientist, comme je vous le disais en préambule, il aura une dominante mathématique statistique. Donc si vous suivez dans les mois et les prochaines années un cursus, une prépa maths, c'est typiquement le parcours qu'il faut utiliser pour devenir data scientist. Les prépas mathématiques sont notre vivier de recrutement. Je ne veux pas dire que pour être data scientist, il faut absolument passer par une prépa maths, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un parcours privilégié. Donc, on est data scientist en abordant le métier par une dominante mathématique statistique. Et puis, si on est plus intéressé, on est intéressé par la science des données, mais avec un angle peut-être plus informatique, ce qui est votre cas peut-être compte tenu de votre formation. Eh bien, la science des données offre un certain nombre de métiers, les ingénieurs, les architectes big data. Je ne vais pas faire la liste de tous les métiers qui existent parce que, en fonction des secteurs d'activité, ils portent un nom différent. Mais en tout cas, on peut se porter plus du côté des architectures informatiques et se dire, moi, je travaille dans la science des données, c'est-à-dire les données massives, mais plus du côté organisation, classification de la donnée et mise à disposition des données pour les data scientists, donc en amont de ce métier de data scientist. Les deux sont très, très complémentaires. Un data scientist tout seul dans une entreprise, il ne sert à rien. Un architecte big data tout seul dans une entreprise, il ne sert à rien. Les deux, ça commence à faire un binôme intéressant. Plus la connaissance métier, ça crée de la valeur. Et puis, comme je vous le disais, à la croisée des deux, on a de nouveaux métiers qui apparaissent, les machine learning spécialistes, par exemple, donc des gens qui ont suffisamment de bagages mathématiques et statistiques pour modéliser, créer les fameux algorithmes, Parcoursup, dont on entendu parler, etc., qui aujourd'hui sont dans notre quotidien et qui ont aussi suffisamment d'agilité informatique pour utiliser et pousser les bons outils pour obtenir les meilleurs résultats. Je laisserai là-dessus Camille parler plus largement du machine learning parce que c'est vraiment la passerelle avec l'intelligence artificielle. Je fais un petit écart, mais on peut aussi s'intéresser à la donnée en ne faisant pas forcément de data science pure, mais en étant, j'ai été interviewé tout à l'heure par un monsieur d'une radio, on peut faire du data journalisme. On peut être data protection officer pour organiser la collecte, le traitement et la valorisation de la donnée dans l'entreprise. Vous avez entendu parler du RGPD, le Règlement général sur la protection des données. On est dans une époque où on offre beaucoup de données, ne serait-ce qu'avec son téléphone portable, et on se rend compte que votre génération commence à être de plus en plus sensible aussi à ce qu'elle laisse comme trace, comme données dans son parcours numérique. Et donc aujourd'hui, ces métiers de data protection officer dans l'entreprise prennent tout leur sens. On ne peut pas tout faire. Et de plus en plus, il y a une prise de conscience que, effectivement, on s'est rendu compte que la technologie a permis plein de choses, mais qu'il faut revenir peut-être à un peu plus de raison et regarder ce qu'il est judicieux d'utiliser, ce qui n'est pas judicieux d'utiliser. On est dans cette intermédiaire, ces zones grises aujourd'hui, qui, avec des nouveaux métiers comme data protection officer, permettra certainement de dresser des garde-fous. Voilà les métiers. Comment devient-on expert de la donnée? Je vais assez vite, hein, mais vous avez là un schéma assez classique. On peut envisager un cursus court, un bac plus 2, typiquement le DUT. Alors, il y en a plusieurs, hein, des DUT STID, statistiques et informatique décisionnelle, qui sont des parcours courts très pointus, qui permettent de travailler immédiatement après un DUT. C'est aussi des profils qu'on va chercher, nous, à l'ENSAI. Typiquement, on va chercher les meilleurs DUT STID, les majors de promo, du DUT STID de Vannes, par exemple, qui est très réputé. Il y a celui de Paris, il y en a quelques-uns en France. Et nous, on a 15% à peu près de nos élèves qui viennent de ces DUT. Donc ce sont des très bonnes formations parce que très opérationnelles. Contrairement à une prépa où vous ne faites pas de stage,
nous, les élèves qui viennent de l'IT, ils ont déjà été en contact avec le monde de l'entreprise et donc sont de très, très, très bons profils, assez opérationnels très très vite. Donc on peut faire un cursus court, Bac+2. Alors il y a certainement d'autres formations, mais qui sont plus confidentielles, mais travailler dans le monde de la donnée, de la statistique et de la donnée avec un cursus court, les DUT STID s'imposent. Et puis les cursus longs, alors il y en a pléthore, on a beaucoup de formations qui émergent aujourd'hui, y compris d'écoles dont le métier d'origine n'est pas la donnée. Il y a beaucoup d'écoles de commerce, d'écoles de management qui surfent, entre guillemets, mais ils ont tout intérêt à le faire, sur le mot data. On peut parler de data management, comment organiser la donnée, voilà, et qui ouvrent des cursus avec une notion de données. Les cursus plus mathématiques, statistiques, informatiques, effectivement, vous allez plus les trouver dans les écoles d'ingénieurs, évidemment. Je ne vais pas citer toutes les écoles d'ingénieurs qui préparent à ces métiers. Mais en tout cas, ça permet d'envisager le métier soit de façon assez opérationnelle en disant, au bout de 5 ans, j'ai une formation très très solide qui mêle à la fois l'expertise scientifique, les socles fondamentaux mathématiques statistiques, et puis le côté opérationnel. J'ai fait mon stage dans plusieurs environnements différents. J'ai vu là où la donnée est traitée de telle façon. Finalement, je suis intéressé par la donnée dans les métiers de la banque, la donnée dans les métiers de la santé, la donnée dans le marketing digital. Donc les écoles d'ingénieurs et les universités sont de très bons parcours pour aller vers des formations solides, quoi qu'il en soit, y compris jusqu'au doctorat. Camille est un brillant exemple. Voilà, on peut poursuivre ses études également, devenir PhD, sur des formations qui demandent de plus en plus d'expertise très très forte. C'est là où je vous disais, on est parfois sur des niches d'expertise, et quand on a un doctorat en mathématiques et intelligence artificielle pour la supply chain, je ne sais pas, je vais peut-être un peu trop loin dans la spécialisation, mais ça a beaucoup de valeur sur le marché. Voilà. À l'ENSAI, on a environ 15% de nos élèves qui poursuivent leurs études après leur Bac+5, qui vont faire un doctorat, et on en a quelques-uns qui le font dans notre propre laboratoire de recherche, le CREST. Alors à l'ENSAI, justement, on recrute, nous, à Bac+2. On n'a pas de prépa intégrée, et on recrute après une prépa maths dans 50% des cas. Donc ça vient de toute la France. On n'a pas de prépa avec lesquelles on travaille spécifiquement. On a des prépas qu'on aime bien voir dans nos effectifs parce que ce sont des prépas de prestige. Mais aujourd'hui, n'importe quelle prépa peut travailler avec l'ENSAI et on peut être issu de n'importe quelle prépa maths dès lors qu'on a le niveau pour rentrer à l'ENSAI. Ça, c'est vraiment la voie majeure pour arriver à l'ENSAI. Une fois qu'on est arrivé à l'ENSAI, on a donc un parcours ingénieur en 3 ans et on se spécialise lors de la dernière année, soit dans la filière finance, donc c'est la banque assurance au sens large, qui est certainement l'un des secteurs qui a utilisé la science des données le plus tôt. Voilà, la gestion d'actifs, la connaissance client, ils se sont très vite emparés du sujet. Une filière marketing, alors qui est très transversale parce que n'importe quelle activité commerciale suppose une connaissance client. Et donc aujourd'hui, les élèves qui suivent notre filière marketing travaillent dans tous les domaines d'activité. Ils peuvent travailler chez Publicis, chez Deezer, chez Canal+, chez Fnac Darty, chez Leroy Merlin, chez voilà, une PME. Donc c'est très très large comme terrain de jeu possible. On a une filière biostatistique. Je vous en parlais tout à l'heure avec la santé. Quand on suit cette filière, on peut travailler pour la recherche publique, enfin pour la santé publique, à l'INSERM par exemple. On a beaucoup de nos élèves qui passent par cette filière et qui travaillent à l'INSERM. Alors sur des projets de recherche au long cours, je vous parlais tout à l'heure du virus Ebola, on a vraiment pas mal d'élèves qui suivent ce parcours-là, et puis qui aussi travaillent dans les laboratoires privés. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, pour les études préalables à la mise sur le marché des médicaments. Il y a en ce moment une affaire très célèbre qui est sur les médias, le médiateur avec Servier. Voilà, Servier a travaillé avec l'ENSAI. Effectivement, visiblement, ils n'ont pas tout fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions. L'industrie est aujourd'hui un recruteur de plus en plus présent des profils data scientist. Longtemps, les métiers de l'industrie ont recruté des ingénieurs généralistes,
voilà, qui venaient des mines, voilà, et qui finalement se formaient aux statistiques, avaient un bon vernis statistique. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc ils viennent chercher vraiment des experts de la science des données pour travailler dans plein de secteurs industriels différents. On travaille aussi bien avec Renault qu'avec Air Liquide, qu'avec Thales, qu'avec Safran, Airbus. Voilà, aujourd'hui, nos élèves vont trouver des terrains de jeu très divers dans le monde de l'industrie. La santé, alors c'est santé et territoire, c'est plus, on va trouver plus là des métiers et des secteurs d'activité qui se rapprochent du public. Ce sont les politiques d'aménagement du territoire. Le commissariat général au territoire, les ministères qui viennent chercher des élèves qui ont un très bon cursus, une compréhension des mécanismes macroéconomiques et microéconomiques et qui sont capables d'apporter justement une expertise data science sur des secteurs qui sont pas forcément très à l'aise avec ces notions-là, d'un point de vue historique, et qui ont de plus en plus besoin de cette expertise. Donc ça commence à émerger pas mal. Et puis Big Data, alors c'est un terme qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. On est déjà à une autre phase du Big Data, c'est le Smart Data. Big, c'est bien, mais dans le Big, il y a beaucoup de données dont on ne se sert pas. Au début, c'était la mine d'or, mais finalement, pour trouver la pépite, c'est compliqué, il faut raffiner. Et donc, on est aujourd'hui plus sur un cursus qui parle de Smart Data. Trouver la bonne donnée, c'est vraiment le métier du data scientist qu'on va pouvoir valoriser. Et là aussi, ces élèves se retrouvent dans beaucoup d'univers professionnels différents. Ils ont ce sont peut-être les plus data scientists de nos data scientists. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut, en entrant à l'ENSAI, poursuivre des carrières très différentes, avec des variations de revenus. C'est un élément qu'on regarde quand on fait des études, différents. Quand on travaille à l'INSERM, on n'a pas le même revenu que quand on travaille à la Société Générale, voilà, typiquement. Mais en tout cas, les terrains de jeu, au-delà du salaire, et les sujets sont vraiment très hétérogènes. Et finalement, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un nouveau sujet qui émerge en lien avec la science des données. Et puis, à côté du parcours ingénieur à 3 ans, on peut faire un parcours de statisticien public. Ce sont les attachés statisticiens de l'INSEE, voilà, dont je vous parlais au tout début, que l'on forme en 2 ans, bientôt en 3 avec un master qui sera quasiment obligatoire, et qui font finalement de la data science au service des politiques publiques, et notamment au service de l'INSEE et des ministères. Voilà, on recrute environ 100 data scientists par an, ingénieurs, et 50 sur le parcours statisticien public. Donc ce sont des petits effectifs, on ne peut pas en mettre plus. Ça ne répond pas du tout aux besoins du marché. Mais aujourd'hui, on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas en former plus. Donc on a des projets à terme d'évolution de nos effectifs. Au niveau français, de toute façon, les formations ne sont trop peu nombreuses encore. Ça se développe. On a une réputation en France d'avoir de très bons mathématiciens, voilà, de très bons économistes. Il y a encore eu la preuve cette semaine. Donc c'est vrai qu'on est réputé, on nous regarde de près. Maintenant, on est encore trop court pour répondre aux besoins du marché. À l'ENSAI, on a 35% de filles. Alors c'est vrai que les carrières, les écoles d'ingénieurs, le taux est quand même régulièrement plus bas. Alors, il y a certaines écoles d'ingénieurs très spécialisées où c'est beaucoup plus haut. Mais pour une école de stats, on est plutôt fiers. Alors ce n'est pas le fruit du hasard, il n'y a pas de hasard dans ces cas-là. C'est un travail de fond. On intervient régulièrement dans des lycées, on fait venir des lycéennes à l'ENSAI pour leur dire finalement, vous aimez les maths, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une tare, c'est même très très bien, et vous pouvez être autre chose que prof de maths. Wow, ouais. Ben, regardez, vous pouvez être data scientist chez Nestlé, à l'INSERM, et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire venir, alors dès lors qu'en face il y a le niveau académique qui va bien, on arrive à faire venir des filles chez nous, et de façon pérenne, on n'augmente pas, mais ça fait un certain nombre d'années qu'on a ce taux dont on est assez fier. Et puis on a 20% d'élèves étrangers, parce qu'on a une ouverture internationale assez forte. Donc il y a certains élèves qui viennent, on a pas mal d'élèves africains qui viennent suivre des cursus chez nous. Et on envoie aussi des élèves à l'étranger, bien sûr, dans d'autres masters. On a des échanges, des doubles diplômes qui nous permettent d'avoir un rayonnement international. Ça, c'est le recrutement 2018 chez nous. Vous voyez, donc, je vous disais, on a recruté 104 ingénieurs donc en première année. 51 venaient des prépas MP, MP étoile. 10 de prépa Cagne BL. Alors, ça peut paraître un petit peu... pourquoi ils vont recruter des BL qui sont
plutôt des formations littéraires, sciences sociales. Eh bien, lorsque vous allez piocher dans ces prépas, vous avez quand même des gens très intéressants parce que, alors je ne vais pas dire attention à ce que je vais dire, hein. Les élèves de prépa maths sont très ouverts d'esprit, mais encore plus les prépa BL ont une capacité de se projeter dans des environnements un petit peu exotiques ou différents, très forte, et ça fait de très très bons profils. On aime beaucoup ces profils, dès lors qu'ils ont le socle mathématique suffisant. Mais en tout cas, on va de plus en plus les chercher. On a envie de les faire monter dans nos effectifs, comme les cachants des deux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, cachants des deux. C'est maths et éco. C'est plutôt des profils économistes qui ont toute leur place chez nous. Voilà, la formation, elle est vraiment sur la base mathématiques, statistiques, informatique, puisqu'on voyait tout à l'heure en termes de connaissances métiers. Nous, on le traduit en termes de maturité économique, quelqu'un qui est capable de comprendre rapidement les grands enjeux macroéconomiques et les enjeux microéconomiques à l'échelle d'une entreprise, ça nous intéresse beaucoup. 11 DUT STID ou informatique, on peut enlever ou informatique, ce sont des DUT STID qui sont chez nous, qui ont été recrutés, et puis 16 élèves recrutés sur des niveaux licence, donc recrutés sur titre, ou M1, des licences de mathématiques, ça va très très bien pour faire les NCI après. Donc voilà, vous voyez que le mainstream, c'est quand même les prépas et les prépas maths. À côté de ça, on peut arriver à l'NCI et donc se former à la data science en ayant un autre parcours que les prépas maths. Voilà, c'est le message. Et puis les attachés statisticiens de l'INSEE, vous retrouvez les mêmes proportions, hein, 25 de prépa maths, 13 de BL et de D2. Et les concours internes sont des personnels de l'INSEE qui intègrent notre cursus pour... dans le cadre de la formation continue. Ce qu'on détermine comme les qualités, il y en a plein d'autres, évidemment, et aujourd'hui on parle beaucoup de soft skills, je pense qu'on en parle aussi beaucoup. Dans le monde académique, les qualités se divisent en deux catégories. Les hard skills, c'est votre bagage intellectuel, ce que vous êtes capable de produire, votre expertise. Ça, à la limite, quand on intègre l'NSAI, les hard skills sont assez égales, on va dire. Vous êtes des cerveaux bien faits, donc voilà, capables de raisonner vite sur plein de problématiques. Et on attend de plus en plus des statisticiens, des data scientists, d'avoir aussi un bagage sur les soft skills, c'est-à-dire la capacité à interagir, la capacité à transmettre son savoir, la capacité à travailler avec d'autres professionnels. On parlait de la connaissance métier, qui n'ont rien à voir avec le bagage statistique que vous pouvez avoir, mais qui ont besoin de comprendre votre raisonnement pour l'appliquer dans leur métier. Donc l'interaction, la communication, voilà, ça, ce sont des choses que l'on regarde de plus en plus et que dans la vie professionnelle, on attend de plus en plus. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, c'est encore assez confidentiel, mais il y en a quand même de plus en plus, ne recrutent plus sur CV à l'américaine, hein, ne recrutent plus sur CV et lettre de motivation, mais plutôt sur des escape games, c'est arrivé, c'est assez surprenant, mais voilà, on vous met en groupe, vous avez une mission, et on voit qui est leader, qui suggère, qui entraîne les autres. Donc voilà, ce sont des méthodes de recrutement que nous regardons, nous, école, parce qu'effectivement, dans nos propres méthodes de recrutement, on ne va pas recruter les statisticiens de l'NSAI sur des escape games, mais les soft skills sont des choses qu'on regarde de plus en plus, la capacité à interagir. Je vais quand même y aller sur les qualités de l'expert de la donnée. La passion des chiffres et des mathématiques, ça va sans dire, faut aimer ça quand même un petit peu, faut aimer les manier. Je ne dis pas les manipuler, parce que c'est un terme que les statisticiens n'aiment pas du tout. Manipuler les données, ça hérisse notamment les gens qui font des statistiques publiques, on ne manipule pas les données. Donc il faut avoir cette passion des chiffres et des mathématiques, c'est indispensable pour s'éclater dans ce métier-là. La rigueur et l'organisation, ça va de pair. Voilà, quand on est sur des quantités de données de nature très différente, il faut être très, très organisé. Alors, les outils informatiques aujourd'hui permettent d'avoir cette rigueur et cette organisation, mais il faut avoir l'esprit rigoureux et cette capacité à s'organiser, à organiser son travail en interaction avec d'autres métiers. Et puis, c'est indispensable également, même si le métier de data scientist n'est pas toujours associé à un travail de recherche, il faut avoir cette curiosité, on peut s'arrêter là, la curiosité que tout le monde doit avoir dans son métier, et la curiosité scientifique. C'est un univers qui va très très vite. Si on ne se tient pas au courant des dernières innovations, des derniers travaux scientifiques, on passe quand même assez rapidement de l'autre côté et on est assez vite largué
Mais ça, je pense que Camille pourra en parler de façon plus précise. Il y a un élément que je n'ai pas cité forcément, c'est l'employabilité. Enfin, ça va sans dire. Quand vous êtes data scientist, vous passiez par l'ENSAI ou une autre école, une autre formation, vous avez un job assuré. C'est évident. Juste un petit indicateur, 7 stages de fin d'études sur 10 sont des pré-recrutements chez nous. Donc, au niveau M2, quand ils ont leur stage, en gros, ils ont entre 10 et 15 offres de stage en M2, ils ont le choix. Et quand ils choisissent, dans 7 cas sur 10, c'est un pré-recrutement. Et ils ont finalement un CDI assuré dans les 3 mois qui suivent leur diplomation. Donc vous voyez, ce sont des taux d'employabilité très forts. C'est à l'ENSAI, mais si vous prenez des formations à IMT Atlantique ou à l'université, vous êtes sensiblement dans les mêmes proportions. Donc voilà, c'est un job porteur qui a encore de belles années devant lui parce que on est passé de la statistique à sciences des données, on passera encore à d'autres développements. L'intelligence artificielle en est un, mais en tout cas, c'est une voie super intéressante dès lors qu'on aime les maths, tout simplement.